tout à l'heure, tu as dit en fait que ça faisait 5 ans, mais ça a commencé il y a bien plus longtemps, cette histoire au Mexique. Oui. Donc je demandais à Jean-Charles de nous raconter, de remonter un peu plus loin, parce qu'il nous a dit que ça faisait 5 ans en fait qu'il travaillait en fait sur Tijuana Bible, bien sûr, mais avant, il y a eu un avant, bien plus tôt. Et donc je voulais qu'il nous raconte justement ce chemin, puisque ça explique aussi son rapport entre la réalité, le documentaire et la fiction qu'on retrouve dans tous ses films. Bon, alors, oui, c'est la partie, je vais oser dire, essentielle quant à moi, par rapport à ma relation à Tijuana. Tijuana, ça a commencé concrètement il y a 13 ans. Ça, c'est il y a un autre point commun, c'est que j'ai atterri à Tijuana il y a 13 ans, un moment où Tijuana était très très chaud, c'était 2007 à peu près, donc c'était une période assez terrible pour eux. Et les hasards de la vie ont fait que lorsqu'on a fait le tournage en 2018, ils retrouvaient, quelques 13 ans plus tard, une situation très difficile en termes de dangerosité. Et donc ça c'est pour le point commun. Sinon, sur 13 ans, effectivement, j'ai dû faire une quinzaine de voyages. Je suis reparti une quinzaine de fois à Tijuana, où je reste un certain nombre de mois chaque voyage. Et j'ai pu faire, comme je le faisais dans le monde voyageur, je dirais, j'ai fait à peu près 5 ou 6 courts-métrages, on va dire, 5 ou 6 films, plutôt documentaires, qui, au sein même de Tijuana, à chaque voyage. Et donc, évidemment, que tout ça a nourri, au final, cette fiction qui est à la fois, pas la conclusion, j'espère, mais un aboutissement, en tout cas, comme vous avez fait la Veine du Seigneur ou Ange des Morts, c'était un aboutissement d'une période longue, quand même, d'une expérience. Parce que, voilà, c'est donc un certain nombre de films, un certain nombre d'amis, de personnes rencontrées, parfois de personnes perdues aussi, bien sûr, malheureusement. Dans le cas de Tijuana, voilà, régulièrement, malheureusement, des gens disparaissent et on ne peut pas dans chaque film est le témoignage d'une personne, finalement, de sa vie à Tijuana. Et qu'est-ce que puis-je dire, c'est qu'on retrouve dans ce film la plupart des seconds rôles, je peux s'appeler seconds rôles, même si ça ne me plaît pas beaucoup en termes de termes, voilà. Beaucoup de personnes qui sont mes proches, mes amis, voilà. Et donc, que ce soit Yolanda, qui est un peu pas la magicienne, mais cette personne qui hérite du landau, on va dire, et qui est une personne que je connais depuis 13 ans, qui est prostituée à Tijuana, et qui fait partie de ces rares personnes qui ont survécu à Tijuana pendant à peu près une vingtaine d'années, c'est assez rare quand même. Et puis il y en a d'autres, bien sûr, on a beaucoup d'autres à l'image, puis d'autres qu'on a connus pendant le film, hein, comme Pinot, qui est en fauteuil roulant, avec sa compagne Marie, qui eux malheureusement ont été lâchement assassinés l'année dernière par le narcotrafic, et d'autres comme Gordo, un personnage que j'ai connu pendant 10 ans, qui m'a toujours piloté dans ce quartier, qui était l'homme à tout faire, le couteau suisse de Tijuana, qui me trouvait toujours des situations incroyables, enfin des personnages incroyables, qui m'aidaient beaucoup dans ma protection aussi, parce que ce sont des gens qui savent communiquer avec les gens qui sont sur place. Voilà, et donc ce film-là, c'est à la fois un aboutissement, j'ai envie de dire, cinéphilique, hein, c'est-à-dire que ça me ramène vers un certain type de film de la frontière, je ne dirais pas que américain, mais de la frontière, parce que Peckinpah, comme d'autres, fait des films aussi au Mexique, hein, Peckinpah américain, mais qui était marié avec une Mexicaine qui vivait au Mexique. Comme la robe sauvage. Voilà, comme la robe sauvage. Et après, il a fait Ramenez-moi la tête d'Alfredo Garcia, qui m'a bien sûr beaucoup influencé, et qui était un de ses premiers films, finalement, mexicains. C'est un des rares réalisateurs qui est passé un peu de l'autre côté de la frontière. Voilà. Donc, il y a pour moi la cinéphilie, ce que je voulais retrouver du cinéma que j'aimais étant adolescent, et que j'aime toujours, bien sûr. Et en même temps, le parcours de la personne que je suis, avec ces amitiés que je me suis faites avec le temps, sur place, et dont j'essaie de témoigner. Voilà. Alors, pour revenir justement à la fiction, il y a ce personnage de Nick, et peut-être que tu peux nous raconter justement comment, à partir du réel, parce que
c'est quand même une sacrée histoire. Cette histoire de rencontre ethnique, à partir de ces documentaires que tu faisais, comment tu l'as rencontré? D'accord. Comme si on va arriver à la fiction. Voilà, je vais essayer d'être concis, sans rien trahir. Justement, c'était en 7-8 ans. Les un film qui s'appelle Topo et Uera, que j'ai présenté en 2018, qui a été fait sur plusieurs années, finalement. Un documentaire d'un couple de déportés, mecs qui venaient des gangs, un cholo, quoi. Et je le filmais, ça faisait une dizaine de jours que je le filmais, puis comme ça m'est arrivé 1 ou 2 fois là-bas, il arrive parfois qu'il y a un incident. Un incident, c'est-à-dire qu'on vous prenne pour un journaliste. Même si j'y réponds tous les ans, régulièrement, ce qu'on appelle les soldats, ils sont remplacés, quoi. Donc, ce qui fait que les gens ne me connaissent pas forcément, quoi. Donc, la dernière des choses qu'il faut laisser croire, c'est qu'on est journaliste. Parce que ça peut très mal se terminer. Et ils l'ont cru à un moment, parce que je suis sorti de ma caméra dans la rue, ils l'ont cru. Donc, ils me sont tombés dessus vraiment à bras raccourcis, quoi. Et avec une certaine violence. Et donc, j'ai bien compris que, voilà, il fallait en finir avec ce tournage-là. C'était la fin, parce que sinon, voilà, comme il avait dit, on coupera la tête, et puis voilà, on n'en parlera plus, quoi. Donc, je me suis dit, bon, je ne peux pas rigoler avec ça. Heureusement, j'avais quasiment fini mon film. Mais en rentrant chez moi, je me suis dit, bon, il ne faut surtout pas que je parte d'ici simplement parce qu'ils m'ont demandé, quoi. Comme je dis toujours, c'est comme on tombe à moto, même si c'est un truc que je connais mal, enfin, on tombe à moto, il vaut mieux remonter dessus rapidement parce que sinon on ne remontera jamais, quoi. Donc, je me suis dit, ok, je dégage, mais ça, c'est pas aujourd'hui mon dernier jour, ça sera demain. Donc, je décide de revenir dans la zone inondée, en les bravant un petit peu, sans caméra, mais sans caméra, pour bien, voilà. Un peu, bien sûr, la poire au ventre. Et je recroise Topo et Uera, et je leur dis aujourd'hui, on fait notre dernière journée ensemble, par amitié, mais je ne vous filme pas. Et il dit, ok, pas de problème. Puis on se balade, et puis on tombe sur 2 jeunes Américains, enfin une trentaine d'années. Et alors il y en a un on était jusqu'à la plage de Tijuana. Il y en a un qui venait juste de surfer, donc c'était un beau gosse californien, un surfeur, il était avec sa branche. Et puis il y avait son copain qui était à côté de lui, qui lui ne surfait pas. Et qui avait c'est un petit mec qui avait un regard figé, un peu comme le Joker, on va dire, parce que tout le monde comprendra aisément, un sourire permanent, qui ne quittait jamais le visage. Et il parlait très peu, pour ne pas dire rien du tout. Et la seule chose qui les intéressait, bon, c'était de prendre une dose. Alors, le surfeur, lui, prenait du speed, évidemment. Hein. Et puis l'autre, celui qui avait le sourire, il prenait de l'héroïne. Alors, ils ont demandé ça à Topo. Topo leur a trouvé. On a tous atterri dans une chambre d'hôtel. Et puis, chacun a pris, à sa façon, ce qu'il devait prendre. Et au bout d'un moment... Toi, hein, c'est ça. Moi, je ne suis pas calme. C'est comme ça. Je précise. Parce que je ne suis pas calme. Parfois, je suis empumé parce que je suis dans la même pièce. Alors, bon, je suis enfumé, j'ai fait aquarium. Bon, c'est autre chose. C'est partie de mon affaire. Et donc, au bout d'un moment, il ne parlait toujours pas, le jeune avec son sourire, qui lui fendait le visage, et puis Topo lui dit vas-y, tu veux pas lui raconter ce qui t'est arrivé, etc. Retire ta chemise, montre-lui ta cicatrice. Alors, il ne parlait toujours pas, mais il a retiré sa chemise. Là, il avait une énorme cicatrice, qui était ni plus ni moins en forme de croix chrétienne, mais absolument énorme. C'est-à-dire qu'il avait été. C'est pas une cicatrice que voilà, vous avez vu au scalpel, c'était un énorme bourrelet, 2 énormes bourrelets d'une épaisseur incroyable. Et là, il ne parlait toujours pas, donc c'est Topo qui m'a raconté. Il m'a dit voilà, c'est un Marine, et puis il est en Afghanistan, et puis il est dans son MV, et puis il a pété sur une mine, et tous ses potes sont morts, sauf lui. Donc il a survécu, il a été rafistolé, on ne peut pas dire autrement, c'est le Frankenstein, quoi. Et donc l'armée américaine, enfin l'État américain lui a donné, l'armée américaine lui a donné une pension de $1 200, je crois, à vie pour compenser l'affaire. Et donc, $1 200 quand on est américain, enfin, français aussi, mais quand on est américain, c'est même pas la peine d'espérer se trouver une piole sympa, trouver sa dose d'héros, etc. Donc ces mecs-là, ils atterrissent à Tijuana. Enfin, ils s'autodéportent à Tijuana, quoi, finalement, parce que là, la piole est moins chère, l'héros est moins cher, et il fait sa retraite, entre guillemets, de rescapé d'Afghanistan là-bas. Et ce personnage était énigmatique. Ça comprend bien sûr ses amis. Pourquoi ce sourire? Oui, etc. Et donc il ne parlait toujours pas, et malheureusement c'était ma dernière journée à la zone inondée. Donc j'ai eu
un immense regret. Un, de ne pas avoir de caméra. Deux, t'as gardé ta tête en même temps. Oui, c'est vrai, ça aide. Il faut toujours une tête avec une caméra, c'est mieux. Et puis donc, et je ne l'ai pas revu, ce mec, je ne l'ai pas revu malheureusement, donc voilà, c'est ça, quoi, qui fait que c'est un manque. C'est un peu comme l'histoire de Mange tes morts, hein, pour ceux qui l'ont vu. C'est-à-dire que ce que je raconte dans Mange tes morts, c'est escapé avec les voyageurs, voilà, les gitans. J'avais vécu avec eux. Mais cette nuit-là, je ne pouvais pas la filmer. Parce qu'une personne dans la voiture sortait de prison, donc il m'a dit, oh là, tu filmes pas ce soir, c'est pas possible. Et donc là aussi, j'avais été pris, sauf que j'avais la caméra ce soir-là. Et donc, souvent, la fiction s'y peut naître de ça, c'est-à-dire de cette impossibilité de l'avoir gravé de manière documentaire. Et donc, voilà, c'est né de cela. Oui, cette frustration aussi, parce que c'est quand même le personnage qui devient le personnage principal quand même du film. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, ça nous amène à se demander justement comment vous êtes passé, là je parle aux deux, vous êtes passé de ce réel, ce personnage en creux, enfin, qui t'a laissé cette frustration, pour construire une histoire, lui donner une histoire et raconter cette histoire. C'est une vaste question, je ne sais pas si tu peux répondre à celle avec le recul. Oui, effectivement, c'est compliqué, parce que Jean-Charles, il avait un tel vécu à dire moi-même, raconter des histoires. Moi, au début, je n'étais que producteur, donc, et puis on s'est mis à imaginer une histoire, et puis je suis mis à écrire avec lui. Je précise quand même, c'est Axel Guyot aussi qui a produit la BM du Seigneur, en fait, qui a été réalisée avant Mange tes morts. Voilà, non, mais c'est quand même aussi une suite dans les relations. Bon, mais après, comment dire, c'était un tel tiroir-là, c'est incroyable. Il y a beaucoup de thématiques, il y a que les films qu'on aimait, donc quelques pages, on s'est dit qu'on va faire une discussion. Bah, déjà, je dis à Jean-Charles, écoute, je pense que c'est pas une bonne idée que tu en fasses un troisième film avec les gitans, sinon tu vas cataloguer troubadour des gitans et ça va te marquer à vie. Faisons un film faisons une fiction au tiroir-là et allons vers le cinéma qu'on aime tous les deux et faisons un film avec un Américain perdu dans le tiroir-là et on va pouvoir mettre tout ce qu'on aime, tout le cinéma qu'on aime. C'est un peu comme ça que c'est parti. Ouais. Oui, c'est vrai que ça tient de ça. Mais je pense que dans la tête, au-delà de ce personnage-là, c'était faire le portrait de tiroir. Oui. Je pense que voilà, c'est-à-dire que le scénario, finalement, je m'en rends compte beaucoup plus encore aujourd'hui, il passe par tellement d'étapes, j'espère que c'est pas du tout à millefeuille, mais c'est vrai que le prétexte que ce personnage puisse se balader comme ça dans le terrain, ce que ne faisait pas certainement l'Américain que j'ai rencontré. Lui est resté cantonné à son milieu, justement, américain. Et on commence par un mec, il est parmi ses potes américains, comme ils le sont toujours les Américains la plupart du temps. Ils sont que parmi leurs potes, ils restent dans leur langue, etc. Voilà, c'est rare qu'ils se mélangent beaucoup. Hein. Donc je pensais que voilà, il fallait quel pourrait être le prétexte pour qu'un Américain puisse sortir de cette histoire, quoi, de ce qu'il connaît, quoi, à Tijuana, c'est la canne de ses potes, quoi. Et donc là, j'ai fait appel à d'autres souvenirs que j'avais. C'est-à-dire que tout le film, en fait, ce ne sont que des souvenirs que j'ai soit réellement vécus, des personnages que j'ai réellement rencontrés. On a rencontré certains, comme le vrai pasteur. Le vrai pasteur, c'est incroyable. On a imaginé ce pasteur qui avait eu mal à partir avec des narcos dans le canal, et il nous a raconté exactement la même histoire qu'on était en train d'écrire. Oui. Et là, on s'est dit, tiens, on ne peut pas vendre la vérité. Et voilà, ouais. Et il n'est pas mort d'ailleurs. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, c'était exactement. Il m'a dit, soit tu viens ici, tu essaies de prendre des clients finalement, donc tous les cabets là, que tu prends chez toi dans ton église, tu vas les payer maintenant. Sinon, c'est toi qui vas te faire couper la tête. Voilà, c'est comme dans le film, c'est-à-dire que effectivement, sinon on va te tuer, quoi. Et il y a cette fameuse phrase qui est sur dans le film, c'est-à-dire, oui, mais sinon tu vas faire la guerre à Dieu, quoi. Est-ce que tu veux faire la guerre à Dieu? Effectivement, les mecs qui avaient fait la guerre à tout dans leur vie ne voulaient surtout pas faire la guerre à Dieu. Donc c'est ça aussi un autre point de départ, de dire voilà comment est-ce que ces bad guys du canal qui vendent de la canne peuvent être interdits face à ça. C'est pas interdit face aux fédéraux, même s'ils débarquent avec les M16, mais ils sont interdits face à quelqu'un qui leur dit ouais mais Dieu ne dort pas dans la poche, attention. Et donc le personnage de Tobo lui est venu comme ça, il s'est créé comme ça. Et ensuite, bon, bien sûr, il passe par toutes ces étapes qui sont le bunker, c'est joué par les vrais du bunker, c'est-à-dire
ces mecs qui sont quand même assez incroyables et qui ont bien joué, enfin je crois, qui se sont donnés au début, ils pensaient qu'ils n'auraient jamais arrivé, mais ça s'est très bien passé. Et donc pour moi c'est un film comme ça. Le film, on va découvrir Tijuana dans tous ces groupes qui sont soit déportés consciemment comme les Américains, c'est-à-dire qu'ils s'auto-déportent les mecs. Jenny, qui est la prostituée américaine avec qui qui est son amante, enfin voilà, sa compagne, on va dire quelque part. Effectivement, bon, c'est une prostituée américaine qui vit à Tijuana, qui a vécu tout un tas de choses dans sa vie, qui a fini par venir à Tijuana parce qu'elle ne peut plus être aux États-Unis. Donc c'est que des histoires comme ça finalement, cette ville. C'est vrai que le personnage principal, c'est Tijuana aussi, mais ça ne tient pas 1h30. Si en fait on ne raconte pas en même temps une histoire qui tient debout. Quand même, je trouve qu'il y a un trajet de ce personnage quand même. Moi, oui, bien sûr. En le revoyant là encore, ce que je trouve très beau, c'est d'avoir assumé en fait, alors quelque chose qui est ni un film américain, pour moi, c'est pas du tout un film américain, je veux dire, qui est finalement très européen. Enfin, oui, je crois. Et parce que, américaine, c'est sûr, mais parce que justement l'action n'est pas première en fait. C'est-à-dire que ce que je trouve, là vraiment en le revoyant, ça m'a frappé, c'est qu'il y a un vrai trajet intérieur. Tu dis que c'est un road movie, hein, par exemple, j'ai lu, mais pour moi c'est un road movie intérieur, voilà. Pour moi, c'est comme tous les, comme tous les road movies. Pour moi, c'est ça qui est magique pour moi pour le road movie, c'est-à-dire chaque étape des personnages, même dans la colorimétrie, j'ai envie de dire, des étapes. Quand on repense, c'est pas de chef-d'œuvre, d'accord, mais c'est quand même, on le veut ou non, on l'a pas comme référence. Hein. Les Apocalypse Now, ou les Apocalypse Now, où chaque étape du personnage qui va l'aider à comprendre. D'ailleurs, je dois avouer que dans ce scénario-là, c'est ça que je trouve troublant quand on aime le cinéma. Il n'y a pas que ça, mais c'est qu'on finit par, même sans s'en rendre compte, par récupérer, moi je trouve ça très bien, des choses. C'est-à-dire que ce personnage Nick, à un moment, il rejoint bien évidemment le Ricardo Silva, le pasteur. Entre celui qui laisse le couteau chez les vétérans, qui oublie son couteau, puis lui qui va troquer son couteau contre la cam, il y a ce moment de croisée où même Anna dit tu sais, il ne reviendra pas. On ne sait pas trop de qui elle parle. Elle parle de Nick, de son frère. Voilà. Et donc pour moi, c'était ça ce moment où Nick finit par rentrer dans le devenir d'un Mexicain qui a été connu militaire dans l'armée américaine, mais qui reste mexicain et qui a été déporté. Voilà. Et donc, en fait, c'est là où la destinée d'un Américain épouse celle d'un Mexicain, quelque part. Voilà. Et donc, c'était ça, quand même, le but, quelque part, plus ou moins du scénario. Du scénario. C'est-à-dire, voilà, on va prendre le problème à l'envers, on va raconter un Mexicain qui veut passer de l'autre côté, on va raconter un Américain qui passe du côté mexicain, mais qui n'entend rien à tout ça, puis qui s'en fout complètement parce que lui, il est là pour autre chose, d'accord. Il n'y a pas d'empathie particulière pour les autres qui veulent venir dans son pays. Et il va se rendre compte que finalement, son histoire n'est pas si différente qu'un Mexicain vivant à Tijuana. Et c'était ça, je crois, l'idée. Oui, il y avait quand même un dédoublement de personnalité, quoi. Enfin, un dédoublement, enfin, deux personnalités qui sont... Un effet miroir, voilà, tout simplement. Mais parce qu'il y a aussi quand même une chose primordiale, hein, même si c'est pas directement un film, évidemment, sur la guerre, il y a quand même ça qui... c'est quand même le point commun. Ouais. C'est pas rien. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y a les autres personnages qui sont aussi ces êtres. Alors, on pourrait donner plein d'adjectifs. Je pense que c'est dans ta quête, hein, dans ces personnages-là, je pense que tu es attiré par des personnages qui sont, comment dire, qui vivent ici et maintenant, au jour le jour, perdus. Comment tu pourrais nommer ça? En fait, ce qui m'intéresse le plus, alors le côté guerre, d'abord pour répondre à ça, le côté guerre, c'est beaucoup de la cinéphilie. Moi, je n'ai pas fait la guerre. Il m'est arrivé de livrer quelques batailles ou d'être, pour me rendre compte, avec les voyageurs. Voilà, j'ai vu, ressenti dans ma vie ce que c'était que les armes à feu, quand ça commence à crépiter autour de soi et qu'on peut laisser sa peau. Ça, j'ai vécu. Voilà, moi, je n'ai pas vécu le front. Et donc c'est quelque chose quand même qui, après pour des raisons familiales, donc c'est normal que toutes voilà, l'histoire de la personne,
la cinéphilie, que tout ça puisse se rejoindre. C'est un peu le but. Et pour ce que tu disais ensuite, excuse-moi, la deuxième partie de la... Non, c'était parce que j'ai effectivement mêlé les deux. C'est-à-dire, quels adjectifs tu donnerais à ces êtres que tu as rencontrés? Eh bien, voilà, c'est... Quand on voit ce corps décharné... Ce qui m'intéresse, autant que je puisse... Enfin, m'intéresse pas le bon mot, mais autant que je puisse le formuler. J'ai toujours vu Tijuana, finalement. À un moment, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que je viens faire à Tijuana? Parce que je suis français, je vais parler d'un Marine, je ne suis pas américain, je maîtrise plus ou moins la langue, c'est pas facile pour moi, donc c'est pas ça non plus, enfin, je ne suis pas concerné par ça, totalement. Tu vois. Donc à un moment, qu'est-ce qui m'intéresse chez un personnage, qu'il soit mexicain ou américain, voilà. Et je pense que ce sont des personnes qui vont inconsciemment, c'est ça qui m'intéresse le plus, ce ne sont pas des gens qui ont des clés, voilà, déjà. Ce ne sont pas des gens qui ont des clés, voilà. Moi j'ai des clés comme toi, peut-être, j'espère qu'on a des clés, je ne sais rien. Toi, on a fait peut-être des études, on a fait un certain nombre de choses, on essaye de placer les... Mais la plupart des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, ils ne se rendent même pas compte qu'ils y sont, dans cette situation-là. Voilà. Ils ne se l'expliquent pas. Ils ne se l'expliquent pas. Donc, ils se disent simplement, bon, laquelle est moins chère? En fait, dès que tu grattes, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Il y a autre chose derrière. D'accord? C'est le comportement, c'est leur rapport à la nation, c'est leur rapport au peuple, c'est leur rapport à eux-mêmes, ils se sentent minables. Un Américain ne peut pas être minable. Peut-être qu'un Européen peut se dire, bon, bah, je peux loser un peu, ça va encore, on ne va pas me jeter la pierre. Quoi, tu vois, et pas parce qu'on est plus minable qu'eux. C'est simplement dans notre culture, le fait de laisser parler sa personne est possible. Quand tu es américain, que tu sois réalisateur ou pas, à un moment, si tu es un loser, mec, tu es tout juste si tu es américain. Quoi. Donc tu vas à Tijuana et tu es un gringo. Il est de respect. Il est de respect pour toi. Même si tu es un camé, même si tu es un machin, même si tu es dans la loose autant qu'eux, tu es à la ramasse autant qu'eux, mais il y a une espèce à Tijuana, dans la zone norte, attention, je parle de la zone norte, je ne vais pas dire 1,5 million de personnes à Tijuana, il n'y a pas 1,5 million de personnes qui comme ça. Mais on va dans la zone norte, il y a une espèce d'égalité, de fraternité réelle. Maintenant, effectivement, tu prends un truc, tu peux mourir dans la rue, voilà, hein, d'accord. Mais il y a une fraternité de... voilà, on a tous un peu perdu notre pays. Parce que la plupart des Mexicains qui dégagent des États-Unis pour venir là, qui atterrissent à Tijuana, eux, ils connaissent plus l'anglais que l'espagnol. Je te raconte une anecdote pour mieux m'exprimer. J'étais en train de tourner un des courts-métrages, de Topo Iguera, je crois. Non, c'était un autre film de Tijuana Test avec les prostituées de Tijuana qui perdent leur esprit à cause de la drogue. Et j'étais pressé de revenir parce que j'avais été faire un peu de course pour l'une d'elles, si tu veux, des globes, des trucs comme ça. Et puis j'arrive comme ça, puis il y a un mec qui sort avec son tablier de serveur, c'est un cholo, quoi, le mec crâne rasé, et puis tatoué de partout, les mecs qui viennent des gangs et qui ont débourdé les États-Unis parce qu'ils ont fait la tôle. Et il me voit passer. Alors à chaque fois, bien sûr, on me prend pour un gringo, c'est normal, voilà, tu vois. Bon, on me prend pour un gringo, il commence à parler, etc. Ouais, mec. Tu te rends compte, ça fait 5 ans que je suis dans cette putain de ville, j'étais à LA, mec. Enfin, toi, il me raconte son truc, etc. Et puis moi, dans ma tête, un peu bêtement, je lui dis encore un qui va me demander $5. Puis au bout d'un moment, j'étais pressé de revenir à mon tournage quand même, tu vois. Voilà. Et donc je lui dis, ok, ouais, je comprends, puis je lui sors un billet comme ça. Et là, le mec, il a un manque de recul, comme ça. Il me regarde, il fait, j'en ai rien à foutre de ton fait, mec. Moi, ce que je veux, c'est ton reste. Il était venu chercher un compatriote parce qu'il se sent américain. Il était venu chercher, parler comme un compatriote. Ouais, de retrouver un fragment d'identité. Exactement. Alors que Tijuana, la zone norte, c'est là où tout le monde a perdu un peu ses papiers, son identité. Un mec comme Topo, il n'a même pas de naissance. Ce sont des gens, ils n'ont même pas de naissance. Voilà. Donc à partir de là, ils sont américains, ils sont en même temps mexicains, ils sont des gangs, et tout le monde se retrouve dans ce truc de 4 blocs sur 4 blocs, où on partage finalement une espèce de, je dirais pas de nationalité, mais de communauté, de gens paumés, cassés, mais tous à égalité. D'ailleurs, excuse-moi, mais j'en profite parce que je reviens quand même au film. Et sur ce personnage, je trouve que ce fil que vous avez tiré de ce personnage à qui il donne le landau, du conte, et qui
redonne vie, en fait, à la fin, avec ce landau. Je trouve ça vraiment très, très beau. Moi, En c'est termes l'idée que d'écriture. on a toujours beaucoup aimé. Hein. Je sais plus si c'est toi ou moi qui a eu, c'est toi, c'est moi. Bah ouais, c'est bon, vas-y, c'est toi. Il n'y a pas de problème. Hein. On a fait 55 ans pour droit d'auteur, donc on n'aura pas de rab pour le landau. Non, c'est bien que ça ait été tiré justement, que ce filet ait été tiré et qu'à la fin, il y a du Scorsese, je trouve, à ce moment-là. Gentil. Non, mais c'est vrai, c'est pas absolument pour trouver des concordances, mais je veux dire, on le voit plusieurs fois d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup Pasolini, pour moi, Acatone, pour moi. Avec ses plans au-dessus de lui. D'un mec qui part quand même très mal. Acatone, c'est un accro, il part très très mal au départ. Bon, l'idée de tuer un chien, bon, je sais pas si. Voilà. Alors, oui, Alors peut-être pas dans le public. Voilà, justement. Alors peut-être plus fort, s'il vous plaît. Il s'est retrouvé qu'hier, j'ai regardé les maîtres fous. On n'a pas le droit On n'a pas le droit de Jean Rouch, justement, où il a cet interdit alimentaire total sur le chien. Et ça m'a un peu surpris de voir un chien qui était assassiné, mangé comme ça au début du film. Et tout de suite, sur bon, c'est le hasard. Hein. Mais j'étais surpris. Et je me suis demandé si c'était pas quelque part un clin d'œil à ce film. Inconscient, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, Jean Rouch, pour faire un peu l'histoire des Maîtres Fous, c'est un film que tout le monde a voulu brûler dès qu'il est revenu. C'est-à-dire qu'il est revenu au Trocadéro et il a montré aux Blancs et aux Blacks. Les Blancs disent c'est pas possible, d'accord, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas envie d'être représenté, caricaturé de cette façon-là. Les Blacks ont dit c'est pas possible, d'accord, on ne peut pas nous se voir comme ça. Donc en fait c'est un film qu'il fallait brûler immédiatement. Heureusement il ne l'a pas fait. C'est plutôt ça que je recherche. Il ne s'agit pas de trouver une petite cruauté comme ça, parce que pour moi l'humanité c'est aussi l'idée du sacrifice dans le sens où on montre tout de suite où il est tombé, quoi. C'est-à-dire que où il est tombé. Et d'ailleurs, la question du sang qu'il poursuit. Cette descente aux enfers, justement, on a l'impression que c'est aussi une dépossession. Tout à fait. Donc, justement, un peu orphique. Ouais, en tout cas, c'est sûr que vous avez raison là-dessus. Moi, Jean Rouch m'a toujours influencé énormément. Donc, c'est quelque chose qui va chercher là-dedans. Voilà, c'est-à-dire un cérémonial où, d'accord, on sacrifie ce pauvre animal. Il a été tué, ce chien. Non, of course. Il est encore vivant. J'ai des photos. J'ai pris des photos pour. Super chien. Oui, il le mange à la fin. Mais je voulais dire un truc par rapport au landau, excusez-moi, je suis d'accord avec vous. Une petite anecdote par rapport au landau, parce que je trouve que ça raconte, donc je suis d'accord avec vous, moi j'aime beaucoup cette histoire de landau, c'est basique, mais cette idée de pureté, voilà, qu'on salit, qu'on n'arrive pas à trouver, parce que à la zone anortée, il n'y a pas d'enfants, enfin il y en a, mais ils sont planqués en fait, on ne les voit pas, on ne les voit jamais. Il y a des bébés, il y a des enfants, mais on ne les voit jamais. Les caches, ils ne montrent pas, etc. Donc c'est très bizarre, Moi j'en ai vu il n'y a pas longtemps, et ça fait tout de suite très bizarre. Parce qu'en fait, comme ils sont habités que par des prostituées, des drogués, etc., que ces gens-là, la plupart, leur famille, ils ont tous souvent une famille, des enfants, ils sont tous restés de l'autre côté de la frontière américaine. C'est comme un pays où on largue un père ou une mère, et tout le monde reste de l'autre côté. Hein. C'est quand même assez exceptionnel. Donc finalement, c'est une population qui... Ouais, comme si elle ne se reproduisait pas, et puis que chacun mourait, puis on remplaçait les gens, etc. Et donc la présence de ce landau, c'était ça, quoi. C'était la partie manquante. Et il y a une anecdote, parce que je ne résiste pas à raconter, parce que celle-là, quelque part, est joyeuse. Quelque part. Oui, parce que Yolanda est magnifique, Yolanda. Donc Yolanda, c'est justement, elle, c'est une amie des chiens. C'est la seule prostituée de Tijuana qui a plein de chiens, elle a 4-5 chiens en permanence. Et donc, on la connaît comme ça depuis 15-20 ans. Et c'est la seule qui monte avec ses clients avec des chiens. C'est la seule qui est tolérée. Parce que sinon, c'est impossible dans les hôtels, etc. Et comme tout le monde connaît Yolanda, tu montes avec des clébards, ses clients acceptent, tout le monde s'en fout. Et donc, elle est connue pour ça. Et un jour, c'est magnifique, c'était filmé par un de mes amis, Ricardo Silva, le vrai Ricardo Silva. Et parce qu'elle a trouvé le sida, le remède contre le sida du chien. Une maladie qui s'appelle le sida du chien.
Et donc un jour, elle est sûre de l'avoir trouvé parce que son chien était malade, moi je me souviens. Il était à moitié mort dans ses bras, là, et il ne bougeait plus. Et puis un soir, elle a été chercher des céréales, 1 litre de lait, au 7-Eleven, à l'épicerie du coin de la zone à Nantais. Et puis elle n'avait rien d'autre à lui donner, parce que tout était fermé. Et donc elle lui donne ça, et le lendemain, le chien est mieux. Elle s'est dit, bah voilà, écoute, je crois que j'ai trouvé le remède. Et elle a même fait une intervention grâce à une de ses copines sur Internet. Elle est passée sur Internet, sur Google, c'est pas resté longtemps. Mais elle a dit, bah, j'ai trouvé le vaccin contre l'antidote contre le sida du chien. Et elle en est absolument persuadée. Et là, dans le film, pour lui expliquer son rôle, bon, la Mawana, elle jouait le rôle d'une femme qui était bien connue à Tijuana, qui malheureusement est morte, et que j'ai moins bien connue aussi. Et donc, je lui ai dit, à un moment, tu vas guérir Nick, il est mort, quoi. Ouais, il est mort, il est mort, et donc tu vas le ramener à la vie grâce à un peu de fumée, comme ça, etc. Et elle dit, ah, d'accord. Et pourtant, bien sûr le dire, on a fait 3, 4, 5 prises maximum, hein, pas plus, parce que c'est compliqué comme ça dans le canal, tout ça. 3, 4, 5 prises, bon, très bien, impeccable, merci Yolanda. Et on termine le film, et mon copain Ricardo Silva, 2-3 jours après la fin du film, je le croise, il vient me voir, il fait, il faut à tout prix que tu ailles voir Yolanda. Elle cherche partout Nick dans Tijuana. Je sais pourquoi. Parce qu'elle dit, j'ai trouvé enfin le remède contre sa maladie. Je sais ce qu'il faut faire, il faut à tout prix que Nick revienne, je vais le guérir. Donc elle n'avait pas du tout compris. On est dans un film. Mais c'est ce que tu dis dans une interview aussi, c'est ce qui vous a facilité, enfin, à certains moments du tournage, parce que j'aimerais bien qu'on parle de ça. Voilà. C'est que justement Paul Anderson et son corps décharné, etc., il a été pris vraiment pour un vrai drogué, en fait. C'est le mot. Ouais. Et ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Hein, oui, c'est une légende. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a, même l'hôtel, on ne savait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur le moment. L'hôtel dans lequel on a eu la chance de tourner, en fait, partout où on a tourné quasiment, c'était le plus gros centre de deal, de stockage de cannes de Tijuana. Maintenant, je peux le dire, c'est pas très grave. Mais l'hôtel, c'était un des plus gros centres de stockage de cristal. Donc, c'était planqué dans les piaux, etc. Mais comme la patronne nous adorait, qui est morte 1 semaine après le tournage, nous adorait, elle a dit, bon, il n'y a pas de problème, ils sont gentils. Ils ont parlé aux narcos, ils ont dit, non, ils font un film, etc. Très bien. Et la patronne, c'est la señora, quoi, ça fait 50 ans qu'elle est là, donc tout le monde respecte. Et grâce à ça, on a pu filmer dans ce hôtel qui est quand même magnifique, hein, incroyable. Et ensuite, effectivement, excuse-moi, j'ai perdu le film. Alors, tu parlais en fait de... Alors, il y a eu Yolanda, et puis on en était... Je suis laissé embarquer aussi. Excusez-moi. On le prenait pour un vrai drogué. Et en fait, on était en train de tourner, là, de jour, de nuit, je ne m'en souviens pas. Et moi, j'étais sûr qu'on rassure. Je dois avouer que je n'étais pas du tout rassuré à l'idée qu'on puisse filmer. Je pensais qu'on allait être stoppé par une prostituée, par un acte, par un truc, etc. Tout de suite, on ne peut pas filmer là-bas. Parce que les prostituées ne veulent pas que leur papa, maman, les reconnaissent à la télé, etc. Et puis les narcos, pareil. Donc, résultat des courses, je flippais vraiment, quoi. Parce que là, on avait une équipe quand même, 50 personnes, mais il y a des moments, on était 10 ou 15 pour le suivre. Tu veux dire dans les rues, par exemple, dans les rues, voilà, des déambulations surtout de nuit. Hein. Et il y a eu, j'ose dire, en tout cas une épiphanie, sinon un petit miracle, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, incroyable. Et il y a un moment, il y a un mec qui était à côté de mon assistant, Adrien, et puis le mec il me regarde tout se passer comme ça, et il fait c'est la première fois que je vois autant de monde marcher derrière un camion. Voilà, et ça nous a un peu sauvés. Ça nous a un peu sauvés. Et Paul est d'une capacité, parce qu'il a été élevé dans la banlieue de Londres, bien comme il fallait, quoi. Traîneau, ses compagnies. Donc du coup, c'est le seul mec qui n'avait pas peur. C'est-à-dire que quand il apporte le landau, quand on avait fait les essais, pas les essais, mais juste 1 heure avant la scène, on commençait à se préparer, etc. À un moment, je vois Paul, la scène avait tourné à l'intérieur de la piole, c'était incroyable. Et finalement, ça n'a pas fonctionné au montage, donc on a gardé la partie que à l'extérieur de la piole.
Et donc, on était dans la vraie piole de ce mec qui est magnifique, incroyable, Roberts, et Diana, qui est une prostituée de Tijuana, qui est une copine, et qui est régulièrement la maîtresse prostituée de Roberts. Voilà. Roberts, qui est un ancien universitaire américain. Voilà. Et qui a les cheveux rasés d'un côté et lourds de l'autre, pour se souvenir qu'un jour son beau-frère lui a tapé sur la gueule. Enfin, un truc comme ça. Et donc, et ça fait 10 ans qu'il continue à raser du même côté et s'épouser l'autre pour ne pas oublier que son beau-frère lui a tapé sur la gueule. Son gendre, pardon, son gendre. Et donc, on est là, on fait la scène, etc. Donc ça se passe très bien parce qu'ils sont tout le temps dans une espèce de présent. C'est ça qui est génial avec eux. C'est ça qui est génial. Et Paul, il arrive, il était très content. Paul, après, il m'a dit d'avoir pu tourner pour la première fois de sa vie avec des non-professionnels. Et à un moment, il rentre dans la piole comme ça, fait ah ouais, tiens, je t'ai amené le landau, salut Robert, etc. Et il s'assoit sur le plumard. Et moi, je me tiens moi comme ça, je regarde, et là, je vois des belles seringues avec les aiguilles comme ça, sur le plumard. C'est-à-dire que pas jeter rien, etc. Et là, dans ma tête, je me dis, non, si jamais il s'assoit là-dessus. Voilà. Mais lui, Paul, il les a vus. C'est un sacré acteur, parce qu'il n'y a rien de plus difficile. Il les a vus, et il n'a pas moufté, il s'est installé, il a bien vu où il s'asseyait, et il a fait de manière à ne pas faire genre comme ça, etc. Et tout ça, ça l'a galvanisé. Il est rentré en communication avec tout le monde grâce à ça. Il est devenu assez copain avec un peu tout le monde, Jenny, Diana. Ah oui, c'est assez... Oui, il était à Disneyland, mais c'est son monde, c'est un peu... c'est ce qui a permis quand même qu'il y ait un peu plus d'osmose. Voilà. Alors, justement, c'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire poser des questions avant de revenir. En fait, on ira voir un hiver dehors. Alors, est-ce que quelqu'un, ou dire quelque chose, c'est pas forcément une question, est-ce que vous pouvez parler très fort? Normalement, on n'a pas du tout le droit de donner des micros. Sur l'actrice, Adrien. Oui, très bonne remarque sur l'actrice. Non, et savoir comment vous avez géré, parce que ça semble quand même très produit. C'est-à-dire, par exemple, l'endroit où Ricardo récupère tout le monde. Enfin, on sent que vous êtes toujours avec des miroirs, que c'est très mis en scène. Et en même temps, on sent que c'est pas ça que vous cherchez. Donc, je vais vous poser la question. C'est intéressant ce que vous dites, Si j'étais plus malade, je vous dirais gérer, t'as bien un grand mot. Mais disons que, honnêtement, en fait, c'est quand même ça qui m'intéresse aussi dans le cinéma. C'est-à-dire, je me suis souvent intéressé, beaucoup de films qui m'ont parlé dans ma vie, je parlais d'Apocalypse Now, on sait après que des scènes sont extrêmement préparées, calées, en termes de lumière, en termes de tout, de décor, et puis d'autres beaucoup moins, voire parfois improvisées. C'est aussi une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire ce contraste à condition que ça fonctionne. La difficulté, c'est qu'une scène ne vienne pas rompre une espèce d'ambiance ou de choses. Voilà, le jeu d'un acteur. Voilà, mais le jeu d'un acteur. Mais c'est un pari aussi, c'est un peu un pari risqué, mais c'est une aventure aussi, le cinéma. Enfin, moi, c'est comme ça, j'ai envie de le voir. Donc j'ai envie de le tenter, j'ai envie de... Voilà. Et puis généralement, moi je fais partie des réalisateurs qui improvisent, qui aiment aussi être surpris. Je ne suis pas là pour faire exactement ce que j'ai dans la tête, heureusement. Et donc, parce que la vie a beaucoup plus de talent que moi. Donc, par exemple, les bris de verre, si vous parlez par exemple de ce champ, entre guillemets, de bris de verre, on l'a trouvé comme ça, mon assistant il l'a trouvé, en cherchant l'endroit où on allait poser les caravanes, qui est un décor, lui, les caravanes du centre des Intox, là, et effectivement, on a posé tout ça, je trouve qu'il est assez vrai, ça c'est pas mal, quoi. Mais effectivement, là, on l'a préparé, travaillé, la déco, etc. Les gens assigné à ça. Et Florent, pour ne pas le nommer, Florent Vitz. Et à un moment, on a vu ce champ de verre. Mon assistant l'a vu. Et je me suis dit, c'est là qu'on va tourner. En fait, on devait tourner dans une maison juste à côté, une rare maison qui était isolée, et dans ce bout de désert magnifique, qui est au bout d'une casse. Et en fait, on a dit non, des bris de verre. Ça, c'est juste un peu d'instinct. Et voilà. Est-ce que quelqu'un va comprendre pour payer des vrais? On s'en foutait, c'était super, voilà, j'ai dit à Paul, mais on fait quoi là? Je lui ai dit, voilà, imagine que tu travailles au paradis. Voilà. Et donc, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Voilà. Et voilà, ça fait partie vraiment des choses vraiment qui me... Et quand on est dans le bar de la zone Norte et que Adriana, justement, est droguée, il y a ce mec génial qui est un
qui est un acteur de Tijuana, qui a fait tous les films narcos de série B, série Z. Donc ce mec, à la peau grainée, il est génial. Il s'appelle le Scorpion, il a la crâne. Et il a fait 300 films, 400 films de série Z, de série B, que des narcos. Et il est génial. Et il a très bien joué là. Il ne joue pas toujours bien. Et là, il est super, il a bien joué. Et là, j'ai repéré j'adore ce bar, c'est un bar magnifique. Et j'ai repéré les bris de verre, comme ça, enfin le miroir. Et voilà. Et je l'ai tout de suite dit à Joe, mon chef-op, et hop, on est parti là-dessus. On s'est dit, on va filmer la sortie comme ça. Plan séquence, on part du bris de verre, on balaye et on sort comme ça. Ce qui est super parce qu'on a toujours tourné de façon. Il y a des gamelles d'accrocher au plafond, tout ça, pour illuminer tout ça, pour éclairer tout ça. Mais on s'est toujours dit avec le chef-op 360 degrés. Liberté 360, partout où on est. Il faut qu'on puisse retourner à n'importe quel moment de la caméra et qu'il n'y a rien dans le champ. Voilà. Donc oui, c'est de la production, et parfois on improvise. Là où juste après ce plan où Nick suit donc Anna pour aller le sortir des griffes de ce mec-là, et lui taper la gueule, et la faire vomir. On venait juste d'échouer, tu te rappelles, parce qu'on avait prévu un endroit qui était magnifique, qui était très beau, hein, avec une caravane, tout ça, en plein milieu de Tijuana. Et puis les mecs nous ont boulé, ils nous ont dit dégagez, parce que c'était là aussi un centre de deal. Donc les mecs nous ont dégagé au dernier moment. Quoi. Mais, voilà. Donc on s'est dit, allez, moi je me suis dit, j'ai 1 heure pour trouver un nouveau, dans 1 heure je tourne cette scène, qu'est-ce que je fais? Et là je me suis souvenu qu'il y avait Cartolandia, c'est-à-dire cette ville de carton en plein milieu de Tijuana, où vivait Roulette, hein, en fauteuil roulant, et Yolanda, qui vivait tout là-dedans. Et je m'y suis pointé, je connaissais un peu le mec qui a rentré. Et est-ce qu'on peut venir là dans 1 heure? On fait ouais, pas de problème, etc. Et c'est juste après que j'ai su que c'était un des plus gros centres de ville. C'est Ricardo qui m'a dit. La bagnole blanche que l'on voit à l'entrée à la Mercedes, c'est quelqu'un qui vient chercher sa dose. Et donc, parce qu'on a pu faire aussi en 1 heure, qu'on a pu tourner là. On a pu tourner là grâce à ça. Voilà. Et donc, il y avait des scènes qui étaient bien préparées à l'avance, et puis des scènes qui sont improvisées comme ça au dernier moment. Et enfin, grâce aussi à tout le trajet dont tu as parlé tout à l'heure. C'est un mélange de voilà, c'est ça. D'écriture et d'improvisation. La préparation qui parfois se fait dans les repérages d'un film 1 mois ou 2 mois avant, si tu les as commencés finalement il y a très longtemps aussi, au travers des personnages et tout ça. Alors, il y a quand même un décor. Le tunnel. Voilà. Adriana, pardon. Merci. Adriana Paz, oui. C'est une professionnelle, actrice mexicaine, qui tourne beaucoup en Espagne, maintenant, qui a fait un certain nombre de films et de séries télé. Il y a eu un certain nombre de prix d'ailleurs, de Goyador, je crois, pour certaines de ces séries en Espagne. On n'a pas casté quasiment personne d'autre. C'était quasiment impossible de trouver une actrice mexicaine qui ne ressemblait pas à une bimbo. C'était quasiment impossible, comme si ça n'existe pas. Dès qu'on tapait sur Google, vous avez tous des... C'était très, comment on appelle ça, très soap opéra. Alors il y a quelques Mexicaines connues qui sont du côté américain, mais là c'est encore autre chose, soit trop répertorié. Et puis en plus après, effectivement, je recherche parce que je m'inspire de gens que j'ai connus, je m'inspire d'une femme que j'ai connue là-bas. Et donc, pour moi, il fallait qu'elle ait ce côté, je dirais, non pas indien, mais ce côté mexicain, métis, quoi. Parce que dans tout le cinéma mexicain, majoritairement, surtout les femmes, ce sont d'origine espagnole, c'est-à-dire qu'elles sont toutes blanches de peau. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'en suis un, donc c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que je voyais pas, on ne peut pas imaginer à Tijuana quelqu'un qui a trop le profil de l'espagnol, de l'espagnol qui généralement est assigné plutôt, et c'est vrai, à la bourgeoisie, c'est-à-dire des Espagnols qui sous Franco, par exemple, l'Espagne, ou pour atterrir au Mexique. Donc quand même des gens qui ont un certain niveau social, etc. Et ils n'ont ni vocabulaire, ni quoi que ce soit. Dans son cas non plus, Adriana, c'est pas un livre qu'elle connaît, mais physiquement, elle a ce côté, à la fois elle est belle, et puis elle a une rondeur, ça c'est vrai. Oui, c'est ça. Par rapport au corps décharné. Voilà. Personne, ils sont totalement antinomiques là-dessus.
on sent tout de suite quelqu'un tourner vers la vie, c'est un bien grand mot, parce qu'elle habite aussi le royaume des morts. Voilà, mais disons que physiquement, on sent que voilà, elle n'est pas en train de s'autodétruire, voilà, c'est ça que je voulais dire, et elle n'est pas non plus dans une... elle n'est pas superficielle. Elle n'est pas superficielle, ça se voit, elle n'est pas superficielle. Et donc, c'est ça que je voulais rendre. Peut-être une autre question ou une remarque. Oui. Non, je voudrais dire que le montage est vraiment formidable parce que comme on est... moi je trouve que c'est un film sur l'enlisement et ça me fait plus penser à Monty Hellman et à Macadamia de Bois qu'à Peckinpah, je trouve. Et ça tient beaucoup au montage, je trouve, qui respecte énormément presque ce qu'il y a une absence de rythme au début. Et qu'on finit par accepter parce qu'on s'enlise avec le montage. Une des inspirations, c'est Vanda aussi. Ça m'a intéressé que tu cites Vanda, de Barbara Loden, parce qu'on sent aussi ce trajet comme ça. Oui, pour une... moi, dans Vanda, il y a... Souvent, je trouve que les films, parfois, valent parfois pour un plan une scène. Voilà, en soi, c'est pas très grave. Je pense que quand on arrive à faire un film, c'est déjà bien. Et en plus, si on arrive à faire une scène ou un plan dont on est vraiment... Oui, voilà. La caméra obscura, pour moi, la caméra obscura, pour moi, est quand même ma scène, je veux dire, la scène qui me parle. Voilà, déjà, pour moi, ce film existe à travers elle, concrètement pour moi. Vanda, tu cites Vanda, moi, il y a une scène que j'adore dans ce film. Déjà, on va faire pour Vanda, parce que c'est un film formidable, à tout point de vue. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a cette nana qui a énormément de points communs avec les femmes de Tijuana. Je parle des prostituées qui perdent leur esprit à cause de la drogue plus l'alcool. C'est-à-dire qu'elles flottent littéralement, et puis dans un éternel présent. Ce sont des gens qui sont dans un présent permanent. Comme Yolanda, ils ne se rendent même pas compte qu'elle est en train de faire un film. Et donc, Vanda, c'est une femme comme ça. Il y en a eu, je parlais avec un Américain, c'est un phénomène assez connu dans les années 50, 60, de femmes qui perdent la raison par tout un tas de raisons, pas forcément la drogue, mais l'ennui, une espèce de se dédouble. C'est une femme qui quitte ses enfants, et qui est en errance. Voilà, avec ses bigues sur la tête, une middle class en fait, et qui d'un coup prend le chemin de traverse. Et sur ce chemin de traverse, rapidement, elle rencontre un Américain d'origine juive qui est en train de pluguer la caisse d'un bar. Et lui, c'est un mec. C'est pas un gangster, c'est vraiment un type assez minable. En fait, c'est l'Américain qui n'a pas réussi. C'est ça qui est monté dans le film que je disais tout à l'heure. C'est l'Américain, il se dit je suis feuge, contrairement à mon père qui a tout connu la guerre, qui a gagné sa vie honnêtement. Moi je suis un minable, je suis un raté, etc. Et donc il cherche désespérément quelque chose à faire dans sa vie pour que ça arrive. Et il se dit pourquoi pas voler, moi j'aurais du fric. Et il croise cette fille dans le bar et elle ne se rend même pas compte qu'il est en train de faire un casse. Et puis il l'embarque. Mais lui, il continue à muer et névrosé, alors qu'elle, elle est contente d'avoir trouvé ce mec. Et donc elle parle. Et puis à un moment, il l'invite à aller bouffer un plat de spaghetti au ketchup dans un petit bar américain, quoi. Un petit restaurant américain. Et elle est toute contente. C'est génial. Juste de bouffer des spaghetti au ketchup. Au ketchup, tu vois. Et d'être là à parler. La vie. Et attends, oui, je sais, c'est 11h. Et Tijuana pour finir. Et Tijuana pour ça, voilà, Vanda, c'est bien que tu en parles, parce que c'est exactement cette sensation. Tu n'as que dalle. Tu as ton plat de spaghetti. Et ça, c'est pas qu'à Tijuana, c'est logique. C'est carrément, tu as ton plat de spaghetti. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans le présent, et ça te sauve. Nous, on va pas avoir notre verre. Ça te sauve. Bon, quand même, attends, Axel, s'il te plaît. C'est pour moi un très très beau moment de cinéma, qui est un hommage au cinéma. C'est quand il est dans sa chambre et qu'il y a ce trou. Voilà, la caméra obscura. Voilà, la caméra obscura. Voilà. Et bon, voilà, je voulais juste en parler parce que je ne sais pas ce que vous allez penser, en tout cas, voilà. Et maintenant, voilà, on quitte.
Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.